Ce matin-là, tout était prêt, le costume était suspendu derrière la porte. La cravate parfaitement nouée. Les chaussures, cirées. J'avais mis 3 ans à économiser pour ce mariage. 3 ans de sacrifice, de nuit à travailler tard, de week-end sans sortir. Et aujourd'hui était le grand jour. Mais ce que j'allais découvrir dans les prochaines minutes, allait détruire chaque illusion que j'avais encore. Je m'appelais Édouard. Édouard Merlin. 34 ans, ingénieur dans une PME à Lyon. Pas riche, mais honnête. Pas parfait, mais présent. Toujours présent. Et Camille. Camille était la femme pour qui j'aurais traversé n'importe quel orage. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce matin-là, je sortais de la douche. La serviette autour de la taille, la vapeur encore dans l'air. Je souriais. Oui, je souriais comme un idiot. Parce que dans 2 heures, je devais dire oui devant tout le monde. Devant ma famille, ses amis, notre vie commune, et puis, j'ai entendu un bruit étrange venant de la chambre, pas un claquement, pas une chute, non, un bruit que je n'avais jamais entendu dans cette maison. Comme du tissu qu'on déchire, lentement, délibérément. Je me suis figé, j'ai poussé la porte et là, Camille se tenait debout face au miroir. Dans ses mains mon costume de mariage, déchiré, lacéré. Les pans du veston arrachés comme si elle avait voulu effacer jusqu'à son existence. Mon cœur s'est arrêté. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Elle fixait son propre reflet dans le miroir, les yeux rouges, la mâchoire contractée. Et quand elle a enfin tourné la tête vers moi, ce n'était pas de la colère sur son visage, c'était de la peur. « N'y va pas, Édouard » a-t-elle murmuré. Le père biologique est déjà là, le silence qui a suivi était assourdissant, je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas comprendre. Quel père biologique, de qui parlait-elle, et surtout, pourquoi ce secret surgissait-il maintenant, le matin même de notre mariage? Il y avait quelque chose qu'elle ne m'avait jamais dit, quelque chose de lourd. De terrible. De caché depuis des années, j'allais tout découvrir. Je me suis approché d'elle lentement, les débris de mon costume entre ses mains. Le sol jonché de fils et de tissus. Et elle qui tremblait comme si elle venait de commettre quelque chose d'irréparable, parce que c'était le cas. « Camille » j'ai dit. Ma voix était basse, trop basse. Presque dangereuse. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Elle a lâché les morceaux du costume. Ils sont tombés à ses pieds comme des feuilles mortes. « Je t'explique. »« Laisse-moi t'expliquer. » Mais je ne l'écoutais plus vraiment. Mes yeux fixaient ce tissu déchiré, ce costume que j'avais acheté en janvier. Que j'avais fait ajuster 2 fois chez le tailleur. Ce costume qui représentait tout ce que j'avais construit pour cette journée et elle l'avait mis en pièces, délibérément. Qui est ce père biologique? J'ai fini par demander, elle a fermé les yeux. 1 seconde, 2. Comme si elle cherchait ces mots depuis des années et qu'il refusait encore de sortir. C'est le père de Lina. Sa fille, sa petite fille de 5 ans que j'aimais comme la mienne. Que j'avais accompagnée à l'école pour la première fois. Que j'avais consolée quand elle avait eu peur du noir. Que j'allais officiellement adopter après le mariage, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Camille, tu m'avais dit que son père était mort dans un accident. Je sais. Tu m'avais dit que tu ne savais même plus son nom. Je sais, Édouard. Alors explique-moi pourquoi il serait là, aujourd'hui. À notre mariage, elle a ouvert les yeux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose dans son regard que je ne lui avais jamais connu. De la honte. Une honte profonde, enracinée, vieille de plusieurs années. Il ne vient pas en tant qu'invité, elle a murmuré. Il vient parce que quelqu'un l'a prévenu. Il vient réclamer sa fille. Ma gorge s'est serrée. Qui l'a prévenu? Elle a regardé par la fenêtre. Dehors, les voitures des invités commençaient à arriver. Les familles, les amis. Ma mère en tête, souriante, sans se douter de rien, et Camille ne répondait toujours pas. Ce silence cachait un nom. Un nom que j'allais bientôt entendre. Et qui allait tout changer. Camille? Ma voix ne tremblait plus. Elle était froide, tranchante comme du verre. Elle a dégluti. Ses mains cherchaient quelque chose à tenir, quelque chose à gripper. Elle a attrapé le bord du lit. Et puis enfin, elle a lâché un seul mot. Régine, j'ai cligné des yeux. Régine. Ma propre mère, le monde entier venait de basculer en une fraction de seconde. Ma mère? J'ai répété, comme si les mots n'avaient plus de sens. Ma mère a contacté le père biologique de Lina. Elle l'a trouvé sur les réseaux. Elle m'a appelé hier soir pour me le dire. Elle voulait que je te l'annonce moi-même avant que ça arrive devant tout le monde. Hier soir. Elle savait depuis hier soir. Et elle avait attendu ce matin pour me parler. Le matin du mariage. Avec les invités qui arrivaient, le traiteur déjà installé, le prêtre qui nous attendait à l'église Saint-Maurice. Pourquoi ma mère ferait ça, j'ai demandé. Camille a baissé les yeux. Parce qu'elle n'a jamais accepté que tu élèves l'enfant d'un autre homme. Ça. Ma mère n'avait jamais caché ses réserves. Elle souriait devant Lina, oui, elle lui achetait des cadeaux, oui. Mais derrière, dans les dîners de famille, dans les apartés avec mon frère, elle avait toujours trouvé quelque chose à redire. Édouard mérite une famille à lui. Cet enfant n'est pas de ton sang. Camille t'a piégé. Des phrases que j'avais balayées. Des phrases que j'aurais dû prendre plus au sérieux. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai appelé ma mère, elle a décroché à la 2e sonnerie. Édouard mon chéri, tu es prêt? On arrive dans. Pourquoi tu as fait ça? Silence, puis sa voix, plus grave, plus posée.
Parce que tu avais le droit de savoir la vérité avant de t'enchaîner à cette femme. La vérité? Quelle vérité, maman? Nouveau silence. Plus long, plus lourd. Il y a des choses que Camille ne t'a pas dites, mon fils. Des choses que cet homme, que ce Sébastien, m'a révélé hier soir. Sébastien. Enfin un prénom est apparemment, ce Sébastien avait parlé. Il avait dit quelque chose à ma mère. Quelque chose de si grave qu'elle avait décidé de tout faire exploser la veille de mon mariage. Je devais savoir ce que c'était, coûte que coûte. Qu'est-ce qu'il t'a dit, maman? Ma mère a pris une longue inspiration. Le genre d'inspiration qu'on prend quand on s'apprête à briser quelque chose d'irréparable. Il m'a dit que Camille et lui n'ont jamais vraiment rompu. J'ai senti le sang quitter mon visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit qu'ils se voyaient encore, régulièrement. Jusqu'à il y a 8 mois, 8 mois en arrière. Je cherchais dans ma mémoire. Il y a 8 mois, nous préparions déjà ce mariage. Nous avions déjà réservé la salle. Nous avions déjà choisi les alliances. Et, pendant ce temps-là, j'ai regardé Camille, elle n'avait pas bougé. Elle fixait le sol. Ses mains ne tremblaient plus. Elle avait l'air épuisée. Comme quelqu'un qui porte un mensonge depuis trop longtemps et qui ne sait plus comment continuer à le tenir debout. Camille, elle a levé les yeux vers moi. Est-ce que c'est vrai? Le silence qui a suivi valait toutes les réponses du monde. Camille, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas ce que tu crois, elle a soufflé. Réponds à ma question. Elle a fermé les yeux une seconde. Et quand elle les a rouverts, quelque chose en elle s'était effondré. On s'est vu quelques fois. Mais pas comme il le dit. Il insistait. Je ne savais pas comment gérer ça sans tout te raconter et te blesser. Alors, j'ai géré ça. C'est tout, comme si cacher des rencontres avec son ex pendant des mois n'était qu'un détail. Un petit oubli. Une broutille. J'ai raccroché sans dire au revoir à ma mère, j'ai posé mon téléphone sur la commode, j'ai regardé les morceaux de mon costume sur le sol. Elle avait déchiré ce costume pour m'empêcher d'aller à cette cérémonie. Pour gagner du temps. Pour me parler avant que Sébastien ne surgisse devant tout le monde et fasse exploser la vérité en public. Dans un sens, elle m'avait protégé. Mais dans un autre sens, elle m'avait menti pendant des mois. Ces deux réalités ne pouvaient pas coexister. Edge devait choisir comment réagir. Maintenant, tout de suite. Parce que dehors les klaxons retentissaient, les voix montaient, les familles s'installaient et de Sébastien. Sébastien était déjà quelque part dans cette foule. J'ai traversé la chambre, j'ai ouvert le placard. Sorti un costume de rechange. Pas aussi beau. Pas aussi symbolique, mais intact. Lui au moins n'avait pas été touché. Camille m'observait en silence. Édouard, qu'est-ce que tu fais? Je m'habille, tu vas quand même y aller? Je n'ai pas répondu. Je boutonnais ma chemise. Méthodiquement. Un bouton après l'autre. Comme si chaque geste m'aidait à remettre de l'ordre dans le chaos qui régnait dans ma tête. Édouard, s'il te plaît, parle-moi. Il n'y a rien à dire pour l'instant, Camille, si? Il y a tout à dire. Je t'en supplie, ne fais pas ça, pas maintenant. Pas comme ça. Je me suis retourné vers elle. Et pour la première fois ce matin-là, c'est moi qui l'ai regardé droit dans les yeux sans ciller. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce ne sont pas les rencontres avec Sébastien. Ce n'est même pas le mensonge. C'est que tu m'aimais suffisamment pour déchirer mon costume, mais pas assez pour me dire la vérité. Elle a ouvert la bouche. Aucun mot n'est sorti. J'ai noué ma cravate. J'ai pris mes clés, je vais à la cérémonie. Pas pour me marier. Pour regarder les gens dans les yeux. Pour comprendre exactement ce qui se passe. Et pour rencontrer... Non. Non. Tu ne sais pas ce dont il est capable. Cette phrase m'a stoppé net. Tu ne sais pas ce dont il est capable. Pas il est imprévisible. Pas il peut faire une scène. Non. Elle avait dit, ce dont il est capable, comme si elle savait quelque chose de précis. Quelque chose de concret. Quelque chose qui dépassait une simple dispute d'ex en colère. Camille, est-ce que Sébastien t'a déjà fait du mal? Elle a détourné le regard vers la fenêtre, et cette fois, son silence était d'une toute autre nature. Ce n'était plus la honte d'une femme prise en faute, c'était la peur d'une femme qui avait survécu à quelque chose. Et, je n'avais aucune idée de ce que c'était, pas encore. Je me suis rassis sur le bord du lit, les clés dans la main, le costume sur le dos, prêt à partir. Et pourtant, je ne bougeais plus, parce que ce regard qu'elle venait de me lancer, il avait changé quelque chose en moi. Camille, regarde-moi, elle a mis du temps. Beaucoup trop de temps pour quelqu'un qui n'aurait rien à cacher. Est-ce que Sébastien t'a fait du mal? Sa lèvre inférieure a tremblé. Juste une fraction de seconde. Mais je l'ai vu. Il y a longtemps, elle a dit doucement. Très longtemps? Combien de temps? Avant Lina. Pendant la grossesse. Après aussi, mon estomac s'est noué. Physiquement, elle a hoché la tête. Une fois. Lentement que là, tout a basculé dans mon esprit. En quelques secondes, des dizaines de petits détails que j'avais mis de côté depuis 3 ans ont refait surface. Sa façon de sursauter quand quelqu'un élevait la voix. Sa panique inexpliquée la nuit où un inconnu avait frappé à notre porte par erreur. Son refus obstiné de parler de cette période de sa vie. Les cauchemars qu'elle faisait parfois et dont elle ne voulait jamais me raconter le contenu, j'avais pensé que c'était son caractère. Sa pudeur. C'était ses cicatrices. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Parce que j'avais honte. Parce que j'avais peur que tu la regardes différemment. Si tu savais d'où elle venait vraiment? D'où elle venait?
Camille, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a fermé les yeux. Inspiré lentement. Lina n'a pas été conçue dans l'amour. Édouard, le silence qui a suivi était assourdissant, je ne voulais pas comprendre. Je refusais de comprendre, mais ces mots étaient là, suspendus dans l'air de cette chambre, impossible à ignorer. Il m'a forcé. Une nuit. Je n'avais pas pu me défendre. Ma farin s'est serrée autour des clés jusqu'à ce que le métal morde ma paume. Sébastien n'était pas un ex en colère. Sébastien était un prédateur. Et il était en ce moment même quelque part dehors, dans la foule de notre mariage, à attendre le bon moment pour surgir, pour réclamer une enfant qu'il n'avait aucun droit de réclamer. Moi j'allais devoir décider de ce que je faisais de tout ça. Je me suis levé lentement. Les jambes lourdes. La tête qui tournait, mais quelque chose en moi s'était solidifié. Comme du béton qui prend. Comme une décision qu'on ne peut plus défaire une fois qu'on l'a prise. Où est Lina en ce moment? J'ai demandé. Chez ta sœur. Aurélie l'a emmenée ce matin pour qu'elle puisse se préparer avec les autres enfants bien. Lina était en sécurité. Loin d'ici. Loin de lui. Et Sébastien? Non. Il m'a envoyé un message hier soir. Il a dit qu'il viendrait, qu'il avait des droits, qu'aucun mariage ne changerait rien à ça. J'ai relu mentalement cette phrase. Aucun mariage ne changerait rien à ça. Il savait pour le mariage. Il savait pour l'adoption que je voulais officialiser. Et il avait décidé de venir tout détruire le jour même, devant tout le monde. Devant les caméras, les familles, les amis. Ce n'était pas un père désespéré, c'était un homme qui voulait reprendre le contrôle. J'ai appelé mon frère Thomas. Il a décroché en riant. Édouard, on t'attend le marié. Qu'est-ce que tu... Écoute-moi. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, maintenant. Sans poser de questions, sa voix a changé immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui va peut-être se présenter à la cérémonie. Il s'appelle Sébastien. Je ne connais pas son nom de famille. Mais Camille peut te le décrire. Je veux que toi et Marc vous restiez à l'entrée de l'église. Personne ne rentre sans invitation nominative. Édouard, c'est quoi cette histoire? Je t'expliquerai tout. Mais là maintenant j'ai besoin que tu me fasses confiance. Un silence. D'accord. On sera là. J'ai raccroché. J'ai regardé Camille. Elle me fixait avec un mélange d'incrédulité et de quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. Du soulagement, peut-être, ou de la culpabilité. Pourquoi tu fais ça? Elle a murmuré. Après tout ce que je t'ai caché. Parce que Lina n'a pas choisi son père biologique. Et parce que cet homme ne s'approchera pas d'elle, j'ai ouvert la porte de la chambre, et là, sur le pas de la porte, se tenait quelqu'un que je n'attendais absolument pas, mère, Régine Merlin. 62 ans. Manteau beige, sac à main croisé sur la poitrine, rouge à lèvres impeccable. Elle qui devait être en route vers l'église. Elle qui était censée arriver en voiture avec mon oncle Henri, elle était là. Devant notre porte. Le regard grave. On a besoin de parler, elle a dit. On s'est déjà parlé au téléphone. Non. Pas vraiment. Elle a jeté un œil derrière moi vers Camille. Et dans ce regard, j'ai lu quelque chose que je n'attendais pas. Pas du mépris, pas de la froideur, de la pitié. Elle est entrée, elle a vu les morceaux du costume sur le sol. Elle s'est simplement installée sur la chaise près de la fenêtre, comme si elle était venue pour une longue conversation. Sébastien m'a contacté il y a 3 semaines, elle a commencé 3 semaines. Pas hier soir, 3 semaines? Tu m'as dit hier soir, je sais ce que j'ai dit. J'ai menti sur la date. Parce que j'avais besoin de temps pour vérifier ce qu'il m'avait raconté. Vérifier quoi? Elle a croisé les mains sur ses genoux. Elle respirait lentement, comme quelqu'un qui a répété cette scène dans sa tête des dizaines de fois. Il m'a dit que Camille n'était pas celle qu'elle prétendait être, que son passé cachait des choses graves. J'ai d'abord cru que c'était un ex jaloux qui voulait saboter votre bonheur. Alors j'ai cherché, j'ai posé des questions. À des gens qui la connaissaient avant Lyon, j'ai senti Camille se raidir derrière moi. Et j'ai trouvé quelque chose, Édouard. Quoi? Ma mère a ouvert son sac. Elle en a sorti une enveloppe, Kraft, fermée. Elle me l'a tendue. Il y a des documents là-dedans, des documents officiels. Sur Sébastien. Sur une plainte que Camille a déposée contre lui il y a 6 ans, et qu'elle a retirée 2 semaines plus tard. Je n'ai pas touché l'enveloppe tout de suite. Pourquoi tu me donnes ça maintenant? Parce que Sébastien n'est pas venu seul ce matin, mon fils, ma gorge s'est serrée. Il est venu avec un avocat. Un avocat, mot a résonné dans la pièce comme un coup de masse. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai ouverte. Mes mains ne tremblaient pas, mais l'intérieur de ma poitrine ressemblait à une tempête. Les documents étaient là. Imprimés, tamponnés, officiels, une main courante datant de 6 ans. Le nom de Camille, le nom de Sébastien Fournier. Les faits décrits avec une froideur administrative qui rendait chaque ligne encore plus insupportable à lire. Et en bas, griffonné au stylo bleu sur la copie, plainte retirée. Classement sans suite. 2 semaines après le dépôt, j'ai regardé Camille. Elle fixait les documents depuis l'autre côté de la chambre. Elle ne bougeait pas. Elle ne niait pas non plus. Il t'a forcé à retirer la plainte, j'ai dit. Ce n'était pas une question. Il menaçait de prendre Lina. J'étais enceinte de 6 mois. J'avais peur. J'avais 26 ans et j'avais peur de tout. Ma mère a pris la parole doucement. Je ne savais pas, pour la grossesse. Je ne savais pas ce qu'il lui avait fait. Quand Sébastien m'a contacté,
Il m'a présenté les choses différemment. Il m'a dit qu'il était le père de l'enfant et qu'on lui cachait sa fille. J'ai cru que tu méritais de savoir, et maintenant j'ai demandé. Maintenant je sais à qui j'ai affaire. Et je regrette de l'avoir contacté, quelque chose de rare venait de se produire. Ma mère qui reconnaissait une erreur. Ma mère qui s'excusait sans utiliser ce mot. Mon téléphone a vibré, c'était Thomas, j'ai décroché. Il est là? Où ça? Devant l'église. Il y a un homme en costume gris avec une femme en tailleur. Ils ont demandé à entrer. J'ai dit non. Mais Édouard, il dit qu'il a une ordonnance. Un document du tribunal. Marc a essayé de lire mais l'avocat lui a arraché le papier des mains. Une ordonnance du tribunal. Sébastien Fournier n'était pas venu pour faire une scène. Il était venu avec des armes légales. Des démarches préparées, un plan. Et moi j'étais encore dans cette chambre, avec un costume de rechange et des réponses incomplètes, il était temps d'y aller. Mais pas comme le marié que tout le monde attendait, comme quelqu'un d'autre entièrement. J'ai regardé ma mère. Appelle ton avocat. Celui qui a géré la succession de papa. Dis-lui que j'ai besoin de lui. Maintenant, pas dans une heure. Maintenant, elle a sorti de son téléphone sans discuter, j'ai regardé Camille. Est-ce que tu as encore des preuves de ce qu'il fait? Des messages, des photos, des témoignages, n'importe quoi? Elle a réfléchi une fraction de seconde. Puis elle a traversé la chambre, ouvert le tiroir de la table de nuit, et sorti un vieux téléphone. Un Nokia basique. Gris. J'ai tout gardé. Chaque message qu'il m'a envoyé pendant la grossesse. Chaque menace. Je ne les ai jamais effacés, je les regardais différemment à cet instant. Pendant toutes ces années, elle avait gardé ses preuves. Sans savoir si elle s'en servirait un jour. Sans savoir si elle aurait le courage de le faire. Mais elle les avait gardées quand même. Parce qu'une partie d'elle savait que ce moment arriverait. On y va, j'ai dit. On est descendus tous les trois. Ma mère au téléphone avec Maître Delcourt. Camille qui cessait ce vieux téléphone contre sa poitrine, c'était comme si c'était une arme. Et moi, devant, qui ouvrait la porte sur le soleil du matin, le trajet jusqu'à l'église Saint-Maurice n'a duré que 4 minutes. 4 minutes pendant lesquelles personne n'a dit un mot. Quand on est arrivé, j'ai vu Thomas et Marc devant les grandes portes en bois. Et face à eux, un homme en costume gris. Grand, carré, les épaules larges, la mâchoire haute. Le genre d'homme qui occupe l'espace comme s'il lui appartenait. À côté de lui, une femme en tailleur noir tenant un porte-document, Sébastien Fournier. Il m'a regardé approcher. Il ne savait pas qui j'étais, pas encore. Pour lui, j'étais juste un homme en costume qui marchait vite dans sa direction, et puis Thomas a dit mon prénom. Et le regard de Sébastien a changé, quelque chose y est passé. De la surprise d'abord. Puis une forme de calcul, comme un joueur d'échecs qui réévalue la partie. Je me suis arrêté à 2 mètres de lui. C'est pas Fournier? Lui-même? Il a répondu avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Bien. Parce que moi aussi j'ai quelque chose pour vous, et j'ai sorti l'enveloppe de ma poche intérieure. Sébastien a regardé l'enveloppe, son sourire n'a pas bougé. Mais ses yeux, eux, ont légèrement changé. Un imperceptible rétrécissement. Une hésitation d'une demi-seconde. L'avocat à côté de lui a voulu intervenir. Monsieur, si vous souhaitez contester l'ordonnance de « je ne conteste rien », j'ai dit calmement, je vous remets simplement ce que ma mère a reçu de votre client il y a 3 semaines. Des documents qu'il a lui-même fournis pour manipuler un membre de ma famille. J'ai tendu l'enveloppe directement à l'avocate. Vous y trouverez également une copie de la main courante déposée en 2018 par Camille Vasseur contre ce Sébastien Fournier, ainsi que les relevés de messages envoyés pendant sa grossesse, des menaces documentées, datées, avec capture d'écran horodatée. Camille a levé le vieux Nokia, l'avocate a blêmi légèrement. Sébastien lui n'avait pas bougé, mais ce sourire avait enfin disparu. Ces éléments ont été transmis ce matin à Maître Delcourt, qui représente désormais Madame Vasseur. Ils seront déposés au tribunal dès lundi matin. Vous bluffez, a dit Sébastien. Sa voix était froide mais quelque chose en dessous craquait. Elle a retiré cette plainte. Une plainte retirée sous contrainte n'efface pas les faits, monsieur Fournier. Et votre présence ici aujourd'hui, avec une ordonnance obtenue que la mère de l'enfant en soit informée, constitue en soi une violation de procédure. Votre avocate le sait très bien. L'avocate a fermé son porte-document, c'était infime comme geste, presque rien. Mais dans ce monde-là, ça voulait tout dire, elle se retirait. Bastien la regardait, incrédule. Qu'est-ce que vous faites? Je fais mon travail, monsieur Fournier. Et mon travail, c'est de ne pas vous exposer davantage dans une situation qui vient de changer radicalement. Il s'est retourné vers moi. Cette fois, le calcul dans son regard avait laissé place à autre chose, de la rage. Vous croyez que c'est fini? Il a murmuré. Vous croyez qu'un costume et une enveloppe vont m'arrêter? Les invités commençaient à se retourner. Des murmures traversaient le parvis. Ma famille observait depuis les marches et, moi je n'ai pas scié. Parce que ce qui allait se passer dans les secondes suivantes, personne ne l'avait prévu. Vous avez raison, j'ai dit, ma voix portait. Nette, posée, sans une once de tremblement. Un costume et une enveloppe ne vous arrêteront pas. Mais ce que je vais vous dire maintenant, ça oui, le parvis était silencieux. Les invités avaient cessé de bouger. Même le vent semblait retenir son souffle, j'ai fait un pas vers lui.
Vous êtes venu ici ce matin avec une ordonnance et un avocat. Vous pensiez que j'allais reculer, que Camille allait s'effondrer, que cette journée vous appartenait, que vous alliez reprendre le contrôle d'une femme et d'une enfant comme si elles étaient des objets égarés. Sébastien serrait les mâchoires. Mais vous avez fait une erreur. Une seule. Vous avez contacté ma mère, et ma mère, malgré tout, m'a remis les documents que vous lui aviez envoyés. Des documents avec votre nom, votre adresse, votre numéro, et surtout votre propre récit des faits, écrit de votre main, dans lequel vous reconnaissez implicitement avoir eu accès à Camille pendant sa grossesse, avoir été présent, avoir eu connaissance de la situation. L'avocate a légèrement ouvert son porte-document. Elle relisait quelque chose. Ce récit combiné au message sur ce téléphone constitue un faisceau de preuves suffisant pour ouvrir un dossier classé. Maître Delcourt l'a confirmé ce matin même au téléphone. C'est du bluff, répéta Sébastien. Mais cette fois sa voix manquait de conviction. Appelez Maître Delcourt si vous voulez, il attend votre appel avec plaisir. Silence, l'avocate a posé une main sur le bras de Sébastien. Un geste discret, professionnel. Mais lourd de sens, il l'a regardée, elle a secoué la tête, imperceptiblement. Mais clairement, quelque chose s'est passé dans le regard de Sébastien Fournier à cet instant précis. Quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était le moment exact où un homme qui a passé des années à dominer par la peur, comprend que la peur a changé de camp, il a reculé d'un pas, puis d'un autre. Ce n'est pas terminé, il a dit. Si, j'ai répondu. Pour aujourd'hui c'est terminé. Il s'est retourné. Il a traversé le parvis sans se retourner. L'avocate l'a suivi. Ils ont disparu au coin de la rue Saint-Maurice. Et pendant de longues secondes, personne n'a bougé, puis Thomas a soufflé. Bon sang, petit frère, ma mère s'est approchée de moi. Elle a posé sa main sur ma joue. Un geste qu'elle ne faisait plus depuis que j'étais enfant. Je suis désolé, elle a murmuré. J'aurais dû te faire confiance. On en parlera. Maman, je me suis retourné vers Camille, elle pleurait, sans bruit. Les larmes coulaient sur ses joues et elle ne cherchait même pas à les essuyer. Elle tenait toujours ce vieux téléphone contre sa poitrine, comme si elle avait peur de le lâcher. Je me suis approché d'elle. Elle a ri. Un petit rire brisé, entre deux larmes. Non, elle a dit. Mais je pense que c'est normal. Oui, c'est normal, on s'est regardé longtemps. Au milieu du parvis, avec les familles autour, le soleil de juillet qui tapait sur les pierres de l'église, et les restes d'un mariage qui avait failli ne jamais avoir lieu. Il y avait encore des choses à régler entre nous. Des mensonges à déposer. Des silences à remplir. Des nuits difficiles à traverser avant que la confiance revienne vraiment. Je ne me faisais pas d'illusions. Ce matin avait tout changé, et rien ne serait simple dans les semaines à venir. Mais j'avais aussi compris quelque chose de fondamental. Camille n'avait pas menti par malice. Elle avait menti par survie. Il y a une différence entre quelqu'un qui te cache la vérité pour te blesser et quelqu'un qui la cache parce qu'elle a passé des années à apprendre que la vérité pouvait la détruire. Ce n'était pas la même femme. Ce n'était pas le même mensonge. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle a demandé. J'ai regardé l'église derrière nous. Les portes ouvertes. Les fleurs blanches. Les bougies allumées. Le prêtre qui attendait depuis maintenant 20 minutes dans la pénombre fraîche de la nef. J'ai regardé les invités sur le parvis. Ma sœur Aurélie qui arrivait au loin, tenant Lina par la main. Lina en robe blanche, ses petites nattes sages, ses chaussures vernies qu'elle avait choisies elle-même au marché il y a 3 semaines m'a vu. Elle a souri. Ce sourire immense, total, sans calcul, que seuls les enfants savent encore faire, et quelque chose en moi s'est remis en place. On entre, j'ai dit. Édouard. Pas pour oublier ce matin. Pas pour faire semblant que rien ne s'est passé. Mais parce que cette petite fille là-bas mérite un père qui reste. Et parce que toi, tu mérites quelqu'un qui reste aussi. Malgré tout, Camille a mis sa main dans la mienne. On a marché vers les portes de l'église. Derrière nous, j'ai entendu ma mère dire à voix basse à mon frère Thomas. Il ressemble à son père, ce garçon. C'était la première fois depuis 10 ans qu'elle disait ça. Et ce matin-là, sur ce parvis ensoleillé, avec un costume de rechange et une vérité enfin à l'air libre, c'était suffisant, c'était plus que suffisant fin.